Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Intanto Impuli. Avec à mes côtés ce soir Jean-André Marcani, bonsoir. Bonsoir. Et nous interrogeons ce soir François-Xavier Tchécoli, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes maire de San Giuliano et président de la fédération LR de Haute-Corse. Et au mois de juin dernier, vous avez échoué pour une poignée de voix aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Haute-Corse face au sortant Jean-Félix Akouavivre. Vous avez digéré cette courte défaite? Oui, bien évidemment, hein. Je crois que l'idée, c'est d'être dans l'action, et même si ça a été une très belle aventure, et j'en profite encore pour remercier vraiment tous ces gens qui ont voté et qui ont adhéré à cette démarche, on est passé à autre chose. Malgré tout, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas déposé de recours? On a l'impression que c'était quelque chose de largement entendable avec 156 voix d'écart à peine sur la circo. Oui, je pense qu'effectivement, en matière comptable et mathématique, les choses étaient jouables, hein, puisque 150, ce n'est jamais que 75 d'un côté ou de l'autre. Mais je crois que l'idée, c'était comme suivant le fil de cette campagne, c'était de terminer cette aventure dignement. Et je pense que rentrer dans une démarche de contentieux qui se serait étalée sur plusieurs mois, puisque vous le savez, c'est le Conseil constitutionnel qui statue in fine, c'était pas de nature, je pense, à ce que les politiques sortent glorieusement de cette affaire. Je crois que notre image en termes politiques est déjà pas forcément extraordinaire au niveau de la population. Je crois qu'il faut savoir s'arrêter là, même s'il y avait sans doute des choses à dire, peut-être d'ailleurs des deux côtés. Et donc, il m'a semblé opportun de clore le débat. Alors on va reparler dans quelques instants de la politique insulaire, mais on va s'intéresser à la politique nationale et votre parti, les Républicains, qui tiendra son congrès dans moins d'un mois. 3 candidats sont sur la ligne de départ, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier et Éric Ciotti. Vous soutenez Bruno Retailleau, pourquoi? Oui, je me suis, sur cette élection-là, je me suis positionné sur Bruno Retailleau. Je crois que, finalement, vous l'avez dit, il y a 3 candidats qui ont passé la barrière des parrainages. Et qui seront sur la ligne de départ. Alors vous en avez un qui est un peu plus à gauche, Aurélien Pradier, quelqu'un de plus jeune, fibre sociale, ce qui me parle aussi. Vous avez Éric Ciotti qui est plus, on va le dire, sur l'aile droite, hein, avec des positionnements que d'aucuns connaissent. Et moi, je pense que Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui est à même de maintenir l'unité de la famille. C'est aussi un homme de dossier, hein, comme vous le savez, il est le président du groupe LR au Sénat. Sous l'autorité de Gérard Larcher. Et je crois que le Sénat, me semble-t-il, n'a pas démérité lors des dernières présidentielles. Et je pense qu'il peut être l'homme de la situation. Alors, vous l'avez dit, droite sociale, Aurélien Pradier, c'est quand même la ligne que vous défendiez durant la campagne des élections législatives. Tout à fait. Mais je vous le confirme. Mais si vous voulez, je pense que notre parti a besoin avant tout d'union, hein. Ça ne veut pas dire, je crois que Bruno Retailleau, qui est un Vendéen, et vous connaissez l'histoire de la Vendée, c'est aussi une terre sociale et une terre qui a eu beaucoup à souffrir et qui est, par exemple, en matière de décentralisation, quelqu'un qui est sur ces positions-là. Donc, la synthèse étant faite, je me suis prononcé tout de suite. Mais je crois effectivement que c'est pas parce que j'ai choisi un candidat que les deux autres sont forcément mauvais. Vous avez dessiné un peu les différents profils. Il y a Aurélien Pradier qui joue un petit peu sur l'aile gauche, Éric Ciotti qui lui est sur l'aile droite assez nettement. Même au-delà de votre positionnement, c'est un scrutin qui va être déterminant pour la ligne directrice du parti à l'avenir. Exactement. Je crois que de toute façon, l'ensemble de ma famille politique s'entend sur un certain nombre de points. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme on l'était. Alors, ça n'a rien à voir avec Christian Jacob, hein, c'est beaucoup plus ancien. On a un parti qui est un peu trop parisien, qui n'écoute pas assez les terroirs ruraux. N'y voyez pas un parallèle que je ne fais pas, mais vous l'avez compris. D'aucuns estiment qu'il faut revenir au contact des militants, refléter ce que les militants pensent et pas ce que pensent forcément certains oligarques. Et à ce niveau-là, je crois que les trois sont d'accord là-dessus. Le dernier point, c'est que pour conduire une nouvelle politique, il faut aussi des nouvelles personnes, que ce soit un homme ou une femme. Et encore une fois, je pense que la meilleure synthèse pour notre parti, pour son unité, pour se projeter, les valeurs du travail, la méritocratie, pour moi, c'est plutôt sur M. Retailleau. Et si ce n'est pas Retailleau, si c'est Éric Ciotti, par exemple, qui l'emporte avec ses positions beaucoup plus radicales, vous resteriez républicain? Très sincèrement, c'est un secret pour personne. J'ai toujours dit que j'attendrais de voir, bien sûr, qui l'emporterait et quelle ligne serait affichée. Alors, Éric Ciotti, il a des qualités, hein. Je crois qu'il dit tout haut certaines choses qui aujourd'hui méritent d'être entendues, notamment en termes d'immigration. Après, il dit des choses que je ne partage pas. Ça lui a valu des appels de phare, même d'Éric Zemmour. Exactement, par exemple. Alors, c'est pas tant là-dessus, mais bon, je pense que, par exemple, quand on parle pendant la campagne présidentielle, en tout cas pour les primaires de Guantanamo à la française, je pense qu'il y a des épisodes qui se sont même terminés aux États-Unis, c'est pas la peine de les annoncer en France. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de quelle ligne sera retenue.
Ça dépendra si c'est une ligne, encore une fois, d'unité qui correspond à un minimum, comme vous l'avez dit, de valeurs sociales, de valeurs propres à la droite, la méritocratie, les valeurs de la sécurité, enfin tout ce qui fait notre ADN. Si ça existe, bien évidemment, comme je l'ai dit, je continuerai l'aventure. Sinon, bon, bien évidemment, j'en tirerai les conséquences. Si Éric Ciotti emportait, on peut penser qu'il y aurait une bascule qui pourrait se faire, notamment sur une alliance vers le RN. Est-ce que vous y êtes favorable à cette alliance avec le RN? A priori, les 3 candidats se sont prononcés pour ne... Sur le papier, oui. C'est ce qu'ils ont dit. Oui. Donc, officiellement, c'est le cas. Voilà, je crois qu'ils le feront aussi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que personne n'a intérêt au niveau des Républicains à être associé à un quelconque contrepartie de droite. Je crois qu'il faut savoir mener notre campagne, reconquérir les gens. Vous savez, c'est pas tant de s'allier au RN, c'est peut-être de convaincre des gens qui étaient avant chez nous et qui sont partis au RN, peut-être pour des raisons de déception, de les faire revenir. Toujours dans la lignée de ce qu'évoquait Pierre il y a un instant, quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat, le parti, ou du moins ce qu'il en resterait, devrait s'effriter encore davantage avec ces élections. C'est ce que décidait un petit peu Pierre il y a un instant. Il y a une partie qui pourrait être tentée de rejoindre même la majorité présidentielle, au-delà du Rassemblement national. Une autre pourrait présenter une motion de censure contre le gouvernement. Vous êtes dans quel camp ? Écoutez, moi je pense que ce que vous dites était un risque, mais on le voit en tout cas ces derniers mois, suite à l'exercice du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. On nous annonçait un peu une explosion du parti des LR. Pour l'instant, elle n'a pas eu lieu, c'est-à-dire que les LR agissent de concert, d'accusanto, et je crois que le positionnement est responsable. Je l'avais déjà dit, moi je ne suis pas pour que nous rejoignions la majorité présidentielle, tout simplement parce qu'il faut que les oppositions vivent. Les électeurs ne comprendraient pas, quand vous votez pour quelqu'un, vous ne votez pas pour quelqu'un qui doit faire le contraire de ce pour quoi il a été élu. Mais et sur la motion de censure, est-ce qu'il faut s'associer aux motions de censure? Est-ce qu'il faut voter ces motions de censure? Vous savez, moi, c'est un peu pareil que ce qui se passe en Corse. Je crois que la motion de censure, elle doit s'appuyer sur quelque chose. Censurer pour censurer, pour moi, ça n'a aucun sens. Si on est vraiment sur un désaccord fort, bien évidemment. Mais là, voter une motion de censure parce qu'elle a été présentée par LFI et qu'elle veut faire tomber le gouvernement, ça me semble pas très responsable. C'est ce que j'allais vous dire. Au-delà de tout ça, l'intérêt, c'est la France. C'est-à-dire qu'il faut que les Français se portent mieux. Donc, on va voir, il va y avoir des grands débats sur les retraites, sur autre chose. Soit il y a un accord pour ces points-là au cas par cas et non pas une rentrée dans la majorité, et je pense qu'il faut les voter, soit il y a des désaccords. Parce qu'Emmanuel Macron, lui, il y voit quand même une possibilité d'alliance. Il l'a dit sur France 2, avec les Républicains, même avec le groupe Lyot, dans lequel siègent les nationalistes. Vous êtes favorable à une alliance avec la majorité présidentielle? Vous venez de dire que non, vous l'avez dit pendant la campagne, vous n'êtes pas trop favorable, mais quand même une main tendue, peut-être un accord politique. Non, moi je ne suis pas favorable, je vous confirme ce que j'ai dit depuis le début. Moi je suis favorable à ce que sur des sujets importants, il puisse y avoir une convergence d'idées. Bien évidemment, sur la réforme de retraite, il va bien falloir trouver des solutions. Vous savez que moi, je suis en partie pour un allongement de la retraite, mais je suis pour une taxation. D'ailleurs, ce que j'avais évoqué il y a quelques mois revient en plein dans l'actualité sur les super profits. Donc je pense qu'il y a des choses où on peut débattre et voter ensemble, mais je ne suis pas du tout favorable à ce que nous appartenions à cette majorité. D'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, l'idée ne semble pas faire franchement son chemin. Bruno Retailleau, donc, que vous soutenez, a estimé lui que les LR n'étaient pas Macron compatibles. De l'autre côté, dans la majorité présidentielle, une alliance avec les Républicains n'est ni possible ni souhaitable, c'est ce qu'a dit Sacha Houlié, donc de Renaissance. C'est finalement ce que vous pensez vous aussi. Tout à fait, moi je pense que ce sont des discours responsables. Puis vous savez... Aujourd'hui, Emmanuel Macron se trouve dans la pire des situations. Vous savez, quand vous avez annoncé votre départ, même s'il ne l'a pas annoncé, c'est ce qui va se passer, fédéré uniquement sur son nom, ça va être compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien à l'Assemblée, qui est une Assemblée vivante comme on ne l'a pas connue depuis peut-être même des décennies, pas que la dernière, on est sur des vraies discussions. Et ça passe un peu au-dessus de l'exécutif, et ce n'est pas une mauvaise chose. Justement, il laisse planer le doute d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'il laisse filtrer ces informations pour peut-être faire peur à ses concurrents, quand on sait que dans les sondages, seul le RN, normalement, pourrait se relever de cette dissolution et gagnerait même un petit peu de terrain. Est-ce que vous y croyez à cette dissolution ? Moi, je n'y crois pas vraiment, en tout cas à l'instant où nous parlons, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit... Le président de la République, qui n'est quand même pas un idiot, sait très bien qu'en l'état actuel des choses, si une élection devait se rejouer, il est quasiment certain que sa majorité déjà relative serait amoindrie. Et de deux, soyons clairs et soyons trash, les députés aujourd'hui sont dans une situation personnelle qui ne leur est pas totalement défavorable. Et avant de rejouer leur carrière, leurs émoluments... Si c'était le cas, vous seriez candidat de nouveau comme... Alors écoutez, ça dépendrait bien sûr de quand est-ce que ça se produirait, mais j'aurais du mal à ne pas l'être. Encore une fois, quand on se présente en politique, ça va au-delà de sa personne, et faire l'affront aux 16 600 personnes qui m'ont soutenu de ne pas aller au combat, je crois que ce serait difficile, donc je pense que je serai candidat.
C'est la moitié de l'émission, donc on referme le chapitre sur la politique nationale. On va maintenant aborder la politique insulaire. Première question, elle porte sur le processus de discussion entamé, puis interrompu, qui est aujourd'hui un petit peu à l'arrêt avec Paris. Est-ce qu'il doit reprendre véritablement, selon vous ? Il doit reprendre, mais il doit reprendre aussi, à mon sens, dans des conditions différentes de ce qu'on voit aujourd'hui. Je l'ai dit, moi je trouve qu'aujourd'hui, ramener les discussions qui se passent simplement entre le gouvernement et le représentant de la Corse via l'Assemblée de Corse et les députés et sénateurs, à mon avis, c'est trop restrictif. Hein. Vous savez, du temps où les grandes avancées ont eu lieu sur les différents statuts, les nationalistes qui n'étaient pas forcément en place à l'Assemblée de Corse ont toujours participé. Il faut élargir, selon vous, alors, il même faut au-delà élargir. Il faut élargir d'abord au mouvement politique et il faut élargir aux forces vives. Je vais pas reprendre les propos du RN, mais effectivement, quand il est dit que des forces ont représenté plusieurs dizaines de pourcents dans les élections et qu'elles ne sont même pas consultées aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis je pense aussi qu'en matière de méthode, il va falloir trouver une manière de travailler plus efficacement. Moi, j'ai quand même pas l'impression que pour l'instant, on voit grand-chose sortir de ces premiers mois de discussion. Encore une fois, je vais Il y a quand même là les 33 millions qui ont été validés par le gouvernement, la rallonge sur la continuité territoriale. On peut penser que c'est dû grâce en tout cas à ces discussions aussi. Des amendements qui ont été retenus malgré le 49.3 des députés nationalistes aussi, avec l'aide de Laurent Marcangeli. Et donc on peut penser quand même qu'il y a du mieux, non ? On peut y voir des gestes en tout cas. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. On y voit des gestes, mais je crois qu'on n'en est pas à faire bassement de la politique. Il s'agit de l'avenir de la Corse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, pour utiliser le langage militaire, quand on veut, il y a d'abord des objectifs à tenir. Et ces objectifs, on met des moyens en face. Aujourd'hui, quand on parle d'autonomie, c'est un moyen. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des débats sur les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette île ? Qu'est-ce qu'on imagine pour cette île dans les 30 ans qui viennent ? D'aucuns disent qu'il y a trop de tourisme, d'autres disent qu'il n'y a pas assez, par exemple, d'agriculture. Mais à un moment donné, ce serait bien qu'on fixe ces objectifs et qu'on voit avec le gouvernement, via un statut adapté, qu'est-ce qu'on en fait. Alors que là, on entend un peu parler de... Enfin, c'est la charrue avant les bœufs, quoi. C'est d'abord, on parle d'autonomie, puis après, on verra ce qu'on en fait. Tout ça me semble pas très sérieux. Sur la méthode et sur la forme, sur l'interruption des travaux en cours, justement, est-ce qu'il faut conditionner, selon vous, la reprise des discussions à un geste fort de la part de l'État, c'est ce qui a été demandé par les élus, concernant le cas de Pierre Alessandre et d'Alain Ferrandi ? Alors là-dessus, moi je vais être très clair, non. Je crois qu'aujourd'hui, personne dans n'importe quel pays civilisé, malheureusement, ne peut pas interrompre des discussions qui ont trait à l'avenir d'un pays pour le cas de une, deux ou trois personnes. Et encore une fois, je ne remets pas en cause. Oui, vous avez toujours soutenu en plus les... Exactement, que ces personnes aient raison ou tort. J'ai moi-même toujours dit que tous ces détenus aujourd'hui devaient bénéficier des dispositifs que la loi permet et qu'il ne devait surtout pas y avoir de justice à deux vitesses dans ce pays, puisque sinon, ce n'est plus de la justice. Mais on ne peut pas conditionner le sort de 350 000 personnes au règlement d'une solution qui doit intervenir. Ça me semble irresponsable. Et sur la forme même de l'action des structures nationalistes, le fait d'entrer dans l'Assemblée de Corse, comme ça a été le cas il y a une dizaine de jours, ça non plus, j'imagine que vous n'y êtes pas... En tout cas, je ne suis pas fan, je vais être clair. Alors eux, l'ADN des militants nationalistes, je viens de le dire, ce sont des militants. Ça s'exprime aussi peut-être par ce genre de mobilisation. Dans ma famille politique, c'est pas comme ça que ça se passe. Encore une fois, qu'on ait raison ou tort, c'est la maison de la Corse, hein, quelque part. Et interrompre les débats, je crois que... c'est pas comme ça que j'aurais fait, en tout cas, si j'avais un message à porter. Alors, il y a des visions qui s'opposent, notamment dans votre famille politique, à droite, en Corse. Il y a ceux qui sont plutôt favorables à une évolution institutionnelle, d'autres qui sont totalement opposés, en tout cas qui sont plutôt favorables au statu quo. Vous êtes de quel côté ? Vous êtes plus, par exemple, Laurent Marcangeli ou Jean-Jacques Panunzi ? Bon, je ne sais pas très bien si aujourd'hui Laurent Marcangeli c'est la droite ou si c'est Renaissance. Sur chaque Panunzi, je sais. Mais pour être plus sérieux dans l'approche, ce que je vous dirais, je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est que d'abord on doit définir des objectifs et ensuite des moyens. Donc encore une fois, l'autonomie, moi c'est pas un mot qui me fait peur. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, les vrais problèmes des Corses, je ne vais pas être redondant, mais vous le savez, c'est les déchets, c'est la santé. Encore une fois, je reviens sur quelque chose d'absolument scandaleux. L'absence de PET scan en Corse, les gens qu'on envoie malades se faire soigner. C'est ça dont on doit parler. C'est pas de savoir si on veut une autonomie, dans quelle rapidité. Si ensuite, pour obtenir certains résultats, il faut augmenter un certain nombre d'autonomie, un degré d'autonomie, il faut le faire. Un dernier point. Ça peut être quand même un des moyens d'y arriver, l'autonomie, à ces demandes-là. À des demandes notamment en matière de santé, à des transferts de compétences, en matière de fiscalité, d'agriculture. J'aimerais bien que d'abord on arrête ces objectifs et ensuite on voit quels sont les moyens nécessaires pour y arriver. N'est-ce pas le but de ces réunions thématisées qui ont débuté à Beauvau, qui sont interrompues ?
Je vous laisse libre d'apprécier le résultat de ces thématiques aujourd'hui. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, on a présenté les autres statuts d'autonomie des îles ailleurs qu'en Corse. Donc je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'on ait parlé des vrais problèmes. Mais je reviens là-dessus. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'agir pour le bien-être des Corses. Ensuite, le mot d'autonomie ne fait pas peur. Par contre, il y a quelque chose aussi qu'il faudra bien mettre en avant, c'est qu'il faut des résultats. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats de ces 7 années passées, je ne suis pas certain que ça plaide en la faveur de donner beaucoup plus d'autonomie, en tout cas sans feuille de route. Et pourtant, entre 2015 et 2017, vous siégez sur les bancs de l'Assemblée de Corse dans le groupe de Valérie Botz. Et vous aviez un positionnement assez singulier. Sur certains dossiers, on avait même l'impression que vous rejoigniez les nationalistes. Alors, vous sortiez en tout cas de ce carcan républicain. Mais écoutez, tout à fait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis un fervent locuteur de la langue corse. Je défends notre passé. J'avais l'habitude de converser avec mon grand-père qu'en langue corse. Donc, je crois qu'il y a tout un tas de choses où je suis un fervent soutien de tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce genre de sujet doit continuer, mais il ne peut pas se faire au détriment des sujets principaux. Comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas contre l'autonomie. Mais est-ce que vous pensez très sérieusement, mais je ne vous pose pas la question parce que je vous mettrai dans l'embarras, mais moi, quand je vois ce qui s'est passé ces 7 dernières années, je ne suis pas sûr que la culture et la langue corse soient sorties renforcées de ce qui s'est passé pendant 7 ans guillemets, de règne nationaliste. Oui, mais on pourra vous répondre que justement l'autonomie pourrait permettre par exemple la co-officialité et du coup... C'est exactement ce qu'on m'a dit pour justifier l'évolution institutionnelle de janvier 2018. Non mais en tout cas... J'ai envie de vous répondre, qu'est-ce qu'on a vu depuis l'évolution institutionnelle de la collectivité unique? Pas grand-chose. Il y a quand même eu des transferts de compétences dus à la loi NOTRe, pas que je... Qu'ont-ils produit? C'est ça ma question. Bon, on a l'impression que la question qu'on a posée un petit peu Jean-André aussi, c'est quelle est la stratégie aujourd'hui de la droite quand on sait qu'il y a justement des visions totalement opposées au sein de la droite insulaire, aller vers des idées corsistes, on dira, c'est comme ça que vous vous définissez. On peut, tout à fait. Voilà, corsistes, ou justement être en opposition constante aux idéaux nationalistes en se disant que là il y a un créneau et que c'est ça qu'il faut suivre. Ça a été quand même une stratégie perdante de la droite lors des derniers scrutins. Peut-être pas le dernier, mais en tout cas, lors des 7 dernières années, ça a été un petit peu une stratégie perdante. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique sur ces sujets-là. Je crois que, encore une fois, moi, vous savez, la politique, j'en fais par conviction. Hein. J'en fais pas pour le résultat que je pourrais en retirer. Je crois qu'encore une fois, cette action, elle doit être mesurée. Bien évidemment qu'aujourd'hui, en Corse, on a des particularismes, qu'ils soient historiques, sociétaux, culturels. Mais il y a aussi l'intérêt sur un certain nombre de sujets qui sont les mêmes partout. Comme je vous l'ai dit, la santé, le développement économique, l'agriculture. Voilà, ça, ce sont des sujets aussi prégnants. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se positionner là-dessus. Comme vous disiez, faire le parallèle entre une droite qui était antinationaliste et qui n'a plus aucun avenir, si tant est qu'elle en ait eu. Mais il y a encore des gens qui sont antinationalistes aujourd'hui dans... La question, vous me la posez à moi. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être pour ou contre les nationalistes. C'est de proposer une alternative à ce que font aujourd'hui certains nationalistes, pas tous. Est-ce que du coup, vous seriez prêt à prendre cette place de leader de la droite corsiste qui semble être vacante? On le remarquant, vous le définissez même pas forcément comme quelqu'un de droite. En plus de ça, il a Je le laisse prononcer. En plus de ça, il a des... Horizon est à droite, mais... Il a des obligations et puis lui, il a un parcours quand même assez nettement à droite. Tout à fait. En plus de ça, il a des mandats, des obligations qui le retiennent plutôt à Paris. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette place de leader de la droite en Corse? En plus, on le disait il y a un instant, vous aviez fait un dernier scrutin législatif extrêmement satisfaisant. Moi, vous savez, je suis très humble sur cette approche. Je crois qu'aujourd'hui, il faut des gens, des hommes et des femmes et des hommes, pardon, pour défendre ces idées-là. Donc, si je peux faire partie de l'aventure, je le ferai volontiers. Après, le positionnement de leader ou autre, il dépendra surtout des circonstances et puis de ce que veulent les gens. Je crois que les hommes politiques, on est au service des gens. Et c'est à eux de déterminer qui sera le plus à même de décider ce qui doit être fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut de la clarté. Encore une fois, je ne pense pas que quand on est à droite aujourd'hui, on doit forcément aller dans la majorité du président de la République. C'est une question, encore une fois, de positionnement. Alors certains sont d'accord avec ça, d'autres pas. Mais en tout cas, cette ligne que moi je préconise, elle se doit d'être dans l'opposition. Et comme vous disiez, aujourd'hui, il y a des gestes qui arrivent de la part du gouvernement, notamment ces 33 millions. On ne peut que s'en féliciter dans l'intérêt des Corses. Mais n'oublions pas que pendant des années, quand le coût du carburant était par exemple beaucoup plus faible, c'est pas pour autant que le continent avait baissé cette dotation. Juste pour la petite sémantique, sachez quand même que les économies qui avaient été faites sur la dotation servaient à financer le comité de massif. Eh bien, ce sera votre conclusion, François-Xavier Ceccoli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Jean-André, ecco, intanto in politica porterà a settimana che viene e normalmente non abbiamo stella con un nostro invitato ringraziabile e subito a Ugo Sigazera.